En 1966, j'achetais cette plante chez M. Gastaud, Côte d'Azur. C'était déjà un sujet âgé de 4 à 5 ans. 30 ans après, cette plante ne m'a jamais donné aucun rejet, ce qui est rare chez les agaves. Je me pose la question si c'est le fait de l'espèce ou la particularité de cette plante. Si c'est le fait de l'espèce, ce serait une plante qui, tôt ou tard, sera en voie de disparition. Car il m'a fallu attendre que cette plante ait atteint l'âge de 35 ans pour voir apparaître au mois de septembre 1996 la montée de la hampe florale. Cette floraison étant assez exceptionnelle, nous allons la suivre de mois en mois et observer toutes ses particularités. Il est vrai que la plante, avec son début de hampe florale, est très esthétique. Au mois d'octobre-novembre, pendant l'hiver, elle s'est très peu développée, mais a quand même continué doucement à pousser. Les mois ont passé, le printemps commence à arriver, janvier, février, la hampe florale se développe pour atteindre, dès le mois d'avril, 1 mètre de haut. Et l'on voit que les feuilles ou les sépales accompagnant la hampe florale commencent à s'écarter à partir d'1 mètre. Les feuilles du bas de la plante commencent à sécher. Nous sommes au mois de mai. La hampe florale a atteint sa dimension maximale, 1,50 m de haut. La hampe florale plus la plante ne dépassant pas 1,80 m. Au sommet de celle-ci, les sépales nous laissent apparaître les premiers boutons. Tout au long de la hampe, il n'y a rien. Au mois de juin, les boutons se développent, surtout par des journées de grosse chaleur. C'est la première fois que je peux observer de très près le développement d'une fleur d'agave. Je ne perds pas une seule modification de son évolution. En général, la plupart des agaves ont des hampes florales bien plus hautes que cette espèce. Elles peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Cette espèce, à la hampe florale de petite taille, va nous permettre de suivre toutes les particularités de la floraison. Celle-ci est apparue dès le mois de juillet. Les premières pétales ont commencé à s'écarter et nous laissa apparaître les étamines et le pistil. Leur forme est curieuse.
Les pétales sont très peu développés. Les étamines sont particulières. Elles enferment le pollen dans des espèces de gousses. Le pistil est formé d'une seule tige à l'embout légèrement gluant. Par des journées bien chaudes, ces gousses s'ouvrent et libèrent le pollen, qui restera sur place. Ce pollen, légèrement gluant, se mettra en contact avec le pistil par ce système de bascule des étamines. Mais seuls de très gros insectes, mais surtout les oiseaux, sont suffisamment lourds pour assurer cette fonction. Les oiseaux, en venant récolter ce précieux nectar, assurent cette fécondation d'un type peu commun. Ce faisant, par contact direct des étamines et du pistil, le pollen et le pistil étant gluants. Dans ce cas, le vent n'a aucune influence sur la fécondation. Pour attirer les oiseaux, il faut du nectar et en grande quantité. Il n'en manque pas sur les fleurs d'agave. Maintenant, regardons le comportement de nos insectes envers ces fleurs. Les premières abeilles repéreuses viennent se délecter de ce nectar. Nous sommes au mois de juillet et chaque jour qui passe, chaque fleur d'agave est capable de donner 1 cm3 de nectar. C'est énorme. Les bourdons sont eux aussi à la fête. Mais quelque chose de curieux se passe. Cette grande quantité de nectar n'est pas prélevée par les abeilles, ni par les bourdons. Pourtant, je connais très bien les abeilles. Je peux dire qu'au mois de juillet, celles-ci ne laisseraient pas une seule goutte de nectar leur échapper. On devrait les voir là par centaines, ainsi que les bourdons. Et ce n'est pas le cas. Que se passe-t-il? J'ai goûté ce nectar. Il est pourtant très sucré. Mais il contient des produits au goût adaptés aux oiseaux mexicains et des produits refoulant nos insectes fécondateurs. Pourtant, nos abeilles sont toujours attirées par toute source de liquide sucré. À propos, que font-elles de ce liquide appelé nectar, qui, ici, se trouve en très grande quantité qu'elles ne récolteront pas? Alors que dans nos régions, la moindre source de nectar ou liquide sucré les attire par milliers. Car il faut des milliers et des milliers d'abeilles qui récoltent ce précieux nectar tout en assurant la fécondation des fleurs pour faire vivre leur grande colonie. Ces milliers d'abeilles vivant en groupes très organisés ont une parfaite maîtrise de la transformation du nectar en miel. En voilà une abeille travaillant le nectar pour éliminer l'excès d'eau.
mais aussi pour rajouter des enzymes pour assurer la conservation du miel. Ces insectes, très sociaux et très organisés pour leur survie, jouent un rôle très important dans la fécondation des plantes. Nous verrons au fil des cassettes certains points de relation inédites entre les plantes et les insectes. Notre abeille récolte le nectar, mais aussi le pollen, par ses peignes des pattes arrière, en formant des pelotes de pollen qu'elles emportent à la ruche, où celui-ci sera mélangé avec le nectar et de l'eau. Avec ce mélange de nectar, de pollen et d'eau, elles feront une bouillie pour nourrir leurs larves. Avec l'excès de nectar, elles feront le miel, qui constitue leur réserve pour passer l'hiver. Quittons nos insectes fécondateurs de nos contrées tempérées pour revenir à notre agave et constater que notre abeille est vraiment trop petite pour assurer la fécondation de ces plantes. Chaque fleur a duré 8 à 10 jours et elles se sont échelonnées du mois de juillet au mois d'août. J'ai fécondé les fleurs avec un pinceau journalièrement pour être sûr d'obtenir des graines. En septembre, octobre, les fruits se sont développés. Ils étaient beaux, bien joufflus. La tige de la plante commençait à sécher, les feuilles en premier. La plante, elle, était en train de sécher. L'hiver a passé. Au printemps suivant, les fruits, dès le mois de mai, avril, ont commencé à mûrir. Et par journée de grosse chaleur, ils éclataient, libérant toutes leurs graines. Je fus surpris de voir cette grande quantité de graines bien rangées dans les fruits comme des livres dans une bibliothèque, mais le peu de graines fécondées nous prouvait que cette plante pratique la fécondation croisée et qu'il m'aurait fallu un deuxième pied pour obtenir une grande quantité de graines. Alors que sur les milliers de graines, seule une centaine étaient fécondées. Elles sont largement repérables. Les graines fécondées sont d'un noir luisant. Les graines non fécondées sont blanches. Un mois après, je tentais mon premier semis. Les graines noires sont nées à 100%. Les graines ont été simplement posées sur le sol. 6 mois après, le même semis d'agave parasana. Pendant ce temps, la plante continuait à se dessécher, à mourir. Seule restait un peu vert la hampe florale au sommet. La plante était totalement desséchée. Mais avant de mourir, la plante émettait à la base un rejet.
puis un deuxième. Nous venons de voir, en image, toute la vie d'une agave.